Alors effectivement, c'est un domaine, disons, qui est en pleine évolution. Et le titre là que vous avez sous les yeux peut paraître assez général, et c'est pourquoi je me suis limité, un petit peu volontairement, à un domaine quand même qui nous intéresse de très près, c'est celui des batteries rechargeables qui sont effectivement utilisées actuellement pour la mobilité électrique. Donc c'est un domaine très particulier et dans lequel il y a effectivement beaucoup d'équipes qui travaillent actuellement. Alors voilà à peu près le sommaire, disons, de ce que j'ai l'intention de vous présenter. Et vous voyez que c'est axé principalement, donc après un petit préambule sur les problèmes généraux de l'énergie et des objectifs, eh bien, très rapidement, donc je axerai le sujet vers donc les batteries rechargeables. Alors voilà de quoi s'agit-il. Alors les principales sources d'énergie, bon, vous les connaissez tous, c'est les énergies fossiles, je ne vais pas insister là-dessus, les renouvelables et le nucléaire, avec évidemment les inconvénients que chacune d'entre elles entraîne, avec les gaz à effet de serre pour les énergies fossiles, l'intermittence des renouvelables et les déchets, disons, du nucléaire. Alors, ce qui est intéressant de regarder un petit peu, c'est comment, bon, c'est toujours dans les généralités, comment a évolué un petit peu le domaine de ces énergies. Mais vous voyez que, par exemple, dans la période entre les années 70 et la fin des années vers 2019, pratiquement, alors j'ai tout mesuré, disons, ces énergies en kilowattheures, parce que fond, c'est l'énergie que tout le monde manipule avec l'EDF. Et par exemple, on passe pratiquement de 70 à 168 térakilowattheures, le téra s'étant évidemment 1000 milliards de kilowattheures. Alors vous voyez que la part des énergies fossiles, en gros, ça n'a pas beaucoup varié, et c'est toujours resté autour de 80%, ce qui est énorme. Et si on regarde en France, bien là, on se situe quand même déjà d'une manière assez favorable, puisque les énergies fossiles, il faut le dire, grâce à l'énergie nucléaire, ne représentent que 49%. Alors, donc j'insiste pas trop là-dessus, donc les énergies fossiles, c'est le gaz, le pétrole et le charbon. Alors les conséquences, du point de vue émission de CO2, donc le CO2, c'est 75% des gaz à effet de serre, eh bien, vous avez une courbe là qui est très amusante, parce qu'elle vous montre l'évolution des émissions de CO2 dans le monde entre les années 90 et 2021. Alors, vous voyez que chaque fois qu'il y a une crise, que ce soit géopolitique ou économique, vous avez une décroissance assez nette, disons qui est perceptible dans les émissions de CO2. Et ça veut dire que pratiquement, dans toute cette période, vous avez une augmentation de l'ordre de 400 millions de tonnes par an, qui augmente, disons, de manière régulière. Et ceci implique que, si on voulait qu'en 2050, on atteigne la neutralité carbone, eh bien, en gros, il faudrait atteindre des émissions au niveau de 10 gigatonnes, ce qui est vraiment très peu par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui. Alors là aussi, voilà un schéma, un diagramme qui vous montre un petit peu les émissions de CO2 dans le monde avec les pays les plus pollueurs. Et bien évidemment en tête, on a la Chine. Donc vous avez sur un total de 32 gigatonnes, c'est-à-dire des milliards tonnes. Vous avez, disons, la Chine qui en émet à peu près 10 gigatonnes, c'est-à-dire le tiers, suivi des États-Unis. Et il faut regarder que la France est quand même très très bas dans ce domaine, ce qui est assez réjouissant. Alors, un autre diagramme qui, lui, est aussi plus intéressant, qui va nous amener au cœur du problème, disons, sur la mobilité électrique, c'est la répartition
de ces émissions de CO2 suivant les domaines d'activité. Alors vous avez ceci, vous voyez que bon, là, vous avez les émissions de CO2 réparties, disons, avec les différents secteurs d'activité. Alors il y en a un que j'ai particulièrement souligné, c'est celui qui est dû au transport, donc qui nous concerne en premier lieu. Et en France, vous remarquez qu'il y a à peu près 41% d'émissions de CO2 qui sont dues au transport. Donc effectivement, les émissions de CO2 par les voitures thermiques. Donc ça veut dire que si on fait un petit calcul sur disons, pour se placer au niveau national, vous avez, on dit qu'en 2030, tous les véhicules thermiques devront être remplacés par les constructeurs. Les constructeurs ne fabriqueront plus des voitures à moteur thermique. Ça veut dire que toutes les voitures thermiques sont remplacées par des véhicules électriques. Alors j'ai pris l'exemple d'une Zoé Renault, donc qui est vendue pour à peu près 40 ou 50 kWh. Eh bien, vous voyez que si toutes ces voitures, en prenant un exemple de consommation moyenne, eh bien, il faudrait à peu près 9 réacteurs nucléaires pour fournir cette énergie, disons, en remplacement de ces véhicules, ce qui est quand même assez considérable. Et donc, c'est là où le problème devient très important, de savoir comment on va arriver à donner finalement des solutions, disons, dans cet objectif. Alors, les objectifs, évidemment, ils sont là, sont figurés, effectivement, c'est l'élimination progressive de ces énergies fossiles, le développement des renouvelables et du nucléaire, et aussi le développement des techniques de stockage pour pallier à l'intermittence des ENR. Alors, parmi les moyens envisageables, eh bien, il y a les batteries rechargeables. Donc c'est pour le stockage de l'énergie électrique et aussi pour la mobilité électrique. Ce sont les deux points importants. Et c'est là où on va voir que finalement l'utilisation des nanomatériaux pour la conception de nouveaux matériaux d'électrodes va être absolument déterminant, notamment dans la confection des batteries rechargeables. Alors, je voulais dire quelques mots justement sur l'intérêt d'avoir des nanomatériaux, c'est-à-dire d'avoir une extrême division des matériaux en nanoparticules. Vous retrouverez souvent le sigle de NP pour nanoparticules, et pour ce qui concerne la réactivité électrochimique. Alors, si vous voulez, il faut simplement se rappeler, pour ceux qui connaissent bien la chimie, ils savent que ça va paraître un petit peu désuet, mais disons, une réaction électrochimique, c'est un échange d'électrons entre atomes à la surface d'un matériau. Il y a deux effets de cette extrême division du matériau. C'est un effet catalytique. Déjà, entre un matériau qui est extrêmement divisé et un matériau à l'état massif, il y a une différence de réactivité considérable. Par exemple, j'ai pris l'exemple de l'or. Eh bien, l'or qui est connu pour être inactif à l'état massif devient finalement un catalyseur pour certaines réactions comme celle que j'ai indiquée ici sur la transformation du monoxyde de carbone en CO2. Et puis il y a un effet cinétique, c'est-à-dire qu'il y a un accroissement important de la vitesse de réaction qui est dû justement au fait que la surface développée pour un même volume devient beaucoup plus grande. Et j'ai pris par exemple l'exemple en dessous, avec une nanoparticule, c'est-à-dire un nanocube de 10 nanomètres de côté, et un matériau qui occuperait un volume de 1 micromètre cube, eh bien il y a une différence, une augmentation, disons, de la réactivité qui sera 100 fois plus grande. C'est-à-dire la vitesse de réaction sera accélérée 100 fois. Alors, qu'est-ce que c'est que, disons, ce domaine des nanoparticules? Mais voilà, sur une échelle qu'on utilise, disons, de logarithmique, c'est-à-dire que par multiple de 10, alors j'ai placé quelques objets
biologique usuel. Hein, vous voyez comment il se situe par rapport à cette échelle. Et voilà par exemple des nanomatériaux distincts, des nanoparticules d'or, d'autres qu'on peut obtenir sous des formes très diverses et qui se situent, disons, dans cette gamme entre 1 nanomètre et 100 nanomètres. Alors, quelques mots maintenant, donc au cœur du problème, donner un aperçu sur les différents systèmes de stockage de l'énergie électrique. Il y en a évidemment une très grande variété. Et d'abord, on peut dire quelques mots sur les systèmes autres que chimiques, que les systèmes chimiques et électrochimiques. Alors vous avez des systèmes que l'on va classer en fonction finalement de leur capacité énergétique maximale, c'est-à-dire le maximum d'énergie qu'ils peuvent fournir. Alors vous avez des systèmes qui sont purement mécaniques, alors vous connaissez bien tous les barrages hydrauliques. Alors ils ont une capacité, disons, qui permet de stocker des énergies qui sont de l'ordre de 10 000 mégawattheures, c'est-à-dire c'est 10 millions de kilowattheures à peu près. Des systèmes à air comprimé, qui donnent des énergies moins importantes, et puis finalement ce qu'on appelle des volants à inertie, qui redistribuent de l'énergie lorsque on les laisse finalement, après les avoir, disons, animés d'une grande vitesse de rotation, ils sont capables par la suite de restituer cette énergie sous forme électrique en utilisant finalement des mécanismes de turbines électriques. Puis alors vous avez des systèmes également qui sont d'origine thermique et également d'énergie magnétique. Et là, j'ai voulu prendre un petit exemple. C'est considérer la consommation moyenne hors chauffage d'une habitation, qui est à peu près évaluée autour de 5 kWh par jour. Mais vous voyez que par exemple, avec un volant à inertie qui fait 5 millions de wattheures, ou 5000 kWh, ça vous fait par exemple une alimentation pendant une journée d'un village de 1000 habitants. Donc ça vous donne un ordre de grandeur finalement de la quantité d'énergie que peuvent fournir ces mécanismes, ces mécaniques. Alors le système de stockage électrochimique, alors évidemment on a le stockage électrochimique, il y a deux types de dispositifs. Donc les batteries rechargeables, qui sont des systèmes très anciens, qui ont des énergies spécifiques. Alors là, l'intérêt, c'est en quelque sorte d'évaluer cette énergie par rapport à la masse, par unité de masse. On verra que c'est très important pour les systèmes de mobilité électrique. Eh bien, ça se situe généralement autour de 200 Wh par kilo. Et ils ont des puissances qui sont variables, de l'ordre entre 10 et 1000 watts par kilo. C'est-à-dire qu'ils sont capables de délivrer dans des temps très courts, dans une seconde, une puissance de 1000 watts ou de 1000 joules par seconde. Et puis vous avez des dispositifs qui sont des condensateurs, qu'on appelle les supercapacités, alors qu'ils ont des énergies spécifiques beaucoup plus faibles, mais avec des puissances spécifiques très élevées, et par exemple qui sont utilisés dans les voitures pour équiper les systèmes de, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est le start and stop dans certaines voitures. Et donc ce sont des choses très utilisées. Bon, et ensuite vous avez l'hydrogène vert, sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui est intéressant de comparer par rapport à ce système. Et ce qu'on peut dire, vous avez déjà eu une conférence sur l'hydrogène, donc je pense que c'est inutile que je m'étende davantage sur ce domaine. Simplement, je rappelle que le mode de stockage de l'hydrogène, c'est soit sous pression, soit à l'état liquide. Donc c'est pas facile non plus, c'est pas un système qui est très facile à utiliser. Mais enfin, par exemple, la capacité spécifique, c'est important de voir que par rapport à l'essence, c'est presque 3 fois plus d'énergie que, disons, de l'essence. Alors les batteries rechargeables, alors ça c'est donc le cœur du sujet.
qui va nous intéresser. Et c'est un système donc, qui est quand même ancien, ce n'est pas quelque chose de récent. Et peut-être vous connaissez l'origine des premières batteries rechargeables, les batteries au plomb, qui ont été inventées par Gaston Planté, donc au 19e siècle déjà, donc ça fait quand même un bon bout de temps que ça existe. Et par exemple, c'était déjà... ça a été exploité pour équiper des voitures électriques. Donc les voitures électriques, c'est quand même, ça remonte à très très longtemps. Et vous avez, c'est très connu, un constructeur belge, qui est du nom de Genassi, qui était un fan des courses automobiles et qui avait conçu une voiture électrique justement avec des accumulateurs au plomb. Et c'était, disons, il dépassait le 100 km/h, alors que les premières voitures thermiques roulaient à peine à 15 km/h. Alors, il n'y a pas eu d'évolution sensible pendant très longtemps, jusqu'en 1970. Il faut dire que les accumulateurs au plomb, donc qui sont des batteries rechargeables, sont caractéristiques par des énergies spécifiques qui sont relativement faibles, de l'ordre de 40 Wh par kilo, et avec une tension qui est de l'ordre de 1,6 volts. Alors c'est là qu'il y a eu une rupture scientifique dès le début des années 60, donc ça remonte quand même assez loin, avec le concept des batteries lithium-ion. C'est ça qui est quand même très, très fondamental, parce que à partir de là, on passe, si vous voulez, de tensions de 1,6 volts à des tensions de 3,6 volts, et avec du coup des énergies spécifiques qui grimpent à 200 Wh par kilo. C'est-à-dire c'est quand même beaucoup plus que 5 fois plus que les énergies spécifiques des batteries au plomb. Alors le principe de fonctionnement, ça mérite un petit peu de s'attarder là-dessus. Voilà donc les trois, je dirais, scientifiques qui ont contribué au développement de ces batteries, qui ont été récompensées par le prix Nobel en 2019 avec Whittingham, Goodenough, américain, et Yoshimo, qui est japonais. Et voilà le concept, disons, de cette batterie rechargeable à ion lithium. Alors, comment faut-il voir les choses? Eh bien, vous avez deux électrodes, une qui est positive, l'autre qui est négative. Alors, par exemple, si vous avez un support d'électrode en aluminium et un support d'électrode négative en cuivre, et sur ces deux, on appelle ça les collecteurs de courant, vous déposez un matériau d'électrode. C'est un matériau cathodique et un matériau anodique. Alors, comment c'est l'originalité de ces batteries lithium-ion, c'est qu'on a affaire à deux matériaux qui sont des matériaux lamellaires. En gros, il faut voir ça comme finalement un millefeuille entre les galettes. Vous allez avoir la possibilité d'insérer d'une manière réversible des ions, qui sont les ions lithium, alors qui conviennent très bien, justement, du point de vue géométrique à l'espacement qu'il y a entre ces plans lamellaires. Donc d'un côté, sur l'anode, vous avez du graphite. Le graphite est caractérisé par des plans parallèles de carbone. Et de l'autre côté, vous avez l'oxyde de cobalt, qui lui aussi est caractérisé par des plans parallèles. Et qu'est-ce qui se passe? Alors lorsque la batterie est chargée, totalement chargée, alors, bien vous avez à l'anode, c'est-à-dire à l'électrode qui est négative, vous avez toutes les cases interstitielles, je dirais, qui sont remplies par des ions lithium. Alors un ion lithium, c'est une espèce qui est neutre. Pas neutre, je veux dire, elle est chargée positivement, mais du point de vue chimique, elle est inactive, contrairement au métal lithium qui, lui, est très réactif. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous avez, ici, il faudrait voir que vous avez 9, de manière schématique, 9 ions lithium qui sont, disons, dans l'anode, et vous avez l'électrode, la cathode d'oxyde de cobalt qui est vide. Et quand vous réunissez les deux bornes, eh bien vous avez un courant qui va aller du plus vers le moins,
et vous avez les électrons, qui sont des charges négatives, qui vont en sens inverse. Et donc ça veut dire que l'anode va perdre des électrons, c'est une réaction d'oxydation, et en oxydant le graphite, l'ion lithium sort du graphite et passe en solution et se dirige au contraire vers l'électrode de cobalt, d'oxyde de cobalt, qui elle va donc recevoir, qui était vide, qui va donc recevoir ces ions lithium, et la charge positive du lithium est compensée en quelque sorte par les électrons qui arrivent, et donc qui font que des deux côtés vous avez des ensembles qui du point de vue électrique sont neutres. Donc voilà ce qui se passe en courant de décharge. Et maintenant, si vous avez évidemment la réaction de charge, c'est-à-dire le sens inverse, eh bien vous avez les ions lithium qui vont en sens inverse, et vous avez le courant également qui part en sens inverse. Et les deux réactions, donc parfaitement réversibles, font que vous avez donc, c'est ça qui explique ce principe que les batteries ion-lithium finalement ont connu un succès très grand, parce que ce mécanisme d'insertion-désinsertion finalement ne perturbe pas de manière désastreuse, disons, les deux matériaux cathodiques et anodiques. Alors, l'énorme avantage, c'est que l'ion lithium, évidemment, je le redis ici, est inerte chimiquement par rapport au lithium métal. Et le succès commercial des LIB, eh bien, vous le connaissez tous, ce sont ces batteries qui équipent tous les smartphones à peu près, et ça a été commercialisé par Sony dès les années 91. Alors, quelques mots maintenant sur les éléments quantitatifs qui caractérisent ces batteries rechargeables. Alors d'une part, vous avez trois grandeurs importantes. La capacité spécifique, qui est mesurée en ampères-heure par kilo, l'énergie spécifique en watts-heure par kilo, et la puissance spécifique en watts par kilo. Alors, il faut bien voir que cette unité ampère-heure et watt-heure n'est pas une unité physique classique. En fait, quand on écrit ampère-heure, ça veut dire que vous avez un courant de 1 ampère qui circule pendant 3600 secondes. Et ça équivaut donc à 3600 coulombs. C'est la véritable unité physique. Mais du point de vue pratique, maintenant on a l'habitude de noter ces capacités, disons, en ampère-heure, en watt-heure et en watts par kilo. Alors, une autre grandeur qui était importante, c'est la vitesse de charge ou de décharge. Et c'est elle qui, finalement, et ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre, quand vous avez une voiture électrique, c'est évident que si vous roulez à 40 à l'heure ou si vous roulez à 100 à l'heure, vous n'avez pas le même débit d'intensité du courant, et du coup, la capacité de votre batterie va pas du tout être la même, et en principe, elle décroît considérablement dès l'instant où vous avez des courants de décharge qui sont très élevés. Alors donc ces vitesses de décharge sont notées avec, j'ai pris un exemple ici, par exemple, une batterie qui ferait 100 ampères-heure par kilo, avec une vitesse de décharge 1C, ça veut dire que vous appliquez un courant de 100 ampères et finalement la batterie est déchargée en 1 heure. Si vous avez une vitesse C sur 10, eh bien ce sera 10 heures, c'est-à-dire le courant est beaucoup plus faible. Donc ce sont des notions assez évidentes. Maintenant, vous allez me dire comment on fait pour calculer cette capacité. Donc ça, ce sont un petit peu des termes quantitatifs que je présente ici. Comment peut-on calculer de manière théorique la capacité d'une batterie en fonction, disons, des matériaux d'électrode, c'est-à-dire la cathode et de l'anode. J'ai pris l'exemple ici de la cathode, c'est-à-dire l'oxyde de cobalt, qui peut recevoir du lithium. Alors le calcul s'est effectué à partir de la masse moléculaire. Alors la masse moléculaire de ce composé, eh bien, quand je vous avais le détail ici, on le calcule à partir des masses atomiques de chacun des éléments, et vous aboutissez ici à une masse moléculaire qui est de 94,5 grammes. Et ça veut dire que votre réaction de décharge, quand vous avez cette réaction,
donc qui correspond à l'insertion de la moitié d'un atome. C'est pas, ça veut dire que vous avez un atome de lithium pour deux atomes de CO2 et un électron. Eh bien, le calcul fait que vous avez donc, pour 94,5 grammes de ce matériau, eh bien, vous avez une quantité de 48 000 coulombs qui sont dépensés. Et ceci veut dire que vous avez dans ces conditions une conversion en ampère-heure qui vous donne finalement une capacité, donc tout simplement une règle de 3 très élémentaire qui vous dit que la capacité théorique de ce composant, de ce matériau cathodique, bien c'est 141 ampères-heure par kilo. Ça c'est théorique. Alors, dans la pratique, ça va être totalement différent. Et c'est ça qui est important. Donc si vous reprenez le même schéma, cette fois-ci de la batterie avec les deux électrodes et non plus un seul matériau d'électrode, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la capacité, cette fois globale, de la batterie, que j'ai désignée par QSP, c'est donné par cette relation. Ça, c'est la valeur théorique. Mais à cette valeur théorique, il faut rajouter un correctif qui, en fait, représente tout l'environnement de la batterie, que ce soit l'électrolyte, les supports d'électrodes, etc., qui alourdissent le système et qui donc diminuent sa capacité spécifique. J'ai pris l'exemple, par exemple, d'une batterie Sony standard, commerciale, qui est vendue pour une capacité qui est indiquée ici de 255 ampères-heure pour une masse totale de 46 grammes. Bien, ça vous fait une capacité spécifique QSP de 55 ampères-heure par kilo. Si vous tenez compte maintenant des valeurs théoriques de la cathode, c'est-à-dire de l'anode de graphite et de la cathode de cobalt, eh bien, ça revient à dire que vous avez un QM qui est de l'ordre de 130 ampères-heure par kilo. Donc, c'est ça qui vous fait baisser considérablement la charge spécifique réelle de votre batterie par rapport aux valeurs théoriques. Quelques mots pour indiquer quelques caractéristiques énergétiques des batteries au lithium, qu'on désigne sont couramment indiquées par Libs, c'est-à-dire lithium-ion batterie. Toujours avec l'exemple du graphite et dioxyde de cobalt. Alors, pourquoi le lithium? Eh bien, le lithium, évidemment, c'est l'élément le plus léger. C'est la taille également très petite, donc ça va faciliter les réactions d'insertion, de désinsertion dans les deux matériaux, anodique et cathodique. Et puis, en plus, vous avez une tension qui est très élevée, de l'ordre de entre 3,6 et 4 volts. Et celle du graphite, elle est aux alentours de 0 volts. Alors, par exemple, une capacité spécifique théorique pour la batterie lithium-cobalt, LiCO2, donc c'est 141, on l'a vu tout à l'heure. Pour le graphite, c'est 372. Et bien la capacité théorique serait donc de 102 ampères-heure par kilo, beaucoup plus faible que chacune des capacités de chacune des électrodes. Et ça veut dire, maintenant si vous regardez l'énergie spécifique réelle par rapport à l'énergie théorique, donc l'énergie théorique ce serait de l'ordre de 360 et en pratique ça varie entre 250 et 300 Wh par kilo. Donc ça veut dire que par exemple si vous prenez une voiture comme la Zoé, Renault, qui est vendue pour une batterie de 50 kWh, bien ça vous fait un poids de batterie qui oscille entre 160 et 200 kg. Alors quels sont les différents types de batteries que l'on rencontre? En fait, elles dépendent toutes du matériau cathodique qui a été choisi. En fait, ce sont des cathodes qui sont des oxydes métalliques à base de nickel, cobalt, manganèse, aluminium, et l'anode en général c'est du graphite. Alors voilà, il y a 5 types de batteries.
qui sont désignés par LCO pour le lithium, cobalt, oxyde de cobalt, NMC, nickel, manganèse, cobalt. Dans 41%, ça représente la part du marché. Les batteries NCA, vous avez par exemple chez Renault, c'est la batterie NMC. Pour Tesla, c'est par exemple une batterie NCA, nickel, cobalt, aluminium. Puis vous avez deux autres types de batteries qui se caractérisent par des vitesses, qui permettent d'avoir des vitesses de décharge très élevées. C'est le LMO, c'est-à-dire lithium, manganèse, oxyde, toujours avec le graphite, et LFP, lithium, fer, phosphate. Alors, vous avez ici quelques courbes de décharge qui vous montrent finalement. Alors ça, bon, c'est ça, il faut avoir ça en tête. Si vous avez en ordonnée le potentiel qui est mesuré donc, à la cathode, hein, donc vous voyez que ça varie entre 4 volts et 3 volts 4, et puis la chute brutale correspond à la fin de la décharge, c'est-à-dire lorsque il n'y a plus d'ion. Le matériau est saturé, eh bien vous voyez que les différentes... alors, on voit ici que les principaux matériaux cathodiques qui sont les plus performants, disons, ce sont le NMC et puis le NCA. C'est-à-dire que c'est les deux filaments qui sont utilisés par les constructeurs. Alors, je n'ai pas figuré ici le LCO, c'est-à-dire le lithium-cobalt, qui est finalement utilisé principalement dans tous les smartphones et qui a également des propriétés très intéressantes. Et là, vous avez une espèce de diagramme qu'on appelle un diagramme radar qui vous montre un petit peu en fonction des différents matériaux quels sont les points forts de ces différentes batteries. Par exemple, c'est le LFP, c'est elle qui finalement présente la plus grande sûreté par rapport aux autres matériaux cathodiques. Alors les conclusions relatives, disons, à ces batteries lithium-ion, il y a un très grand nombre de qualités, bonne fiabilité, faible taux de décharge. Ça c'est connu que les batteries qu'on a dans les smartphones sont capables de durer plusieurs années. Donc des potentiels élevés des matériaux cathodiques, mais finalement des énergies spécifiques relativement faibles si on se place par exemple dans la perspective d'équiper les voitures électriques. Puisqu'en fait il faudra avoir des masses de batteries très importantes et puis en plus le coût par exemple Voilà, l'objectif c'est d'aller vers des batteries rechargeables de plus grande capacité et qui finalement se coûtent moins cher que les batteries actuelles. Donc c'est un objectif qui a été défini par plusieurs laboratoires, parmi les plus éminents qui travaillent dans le domaine des batteries lithium, qui disent que dans les prochaines années, il faudra arriver à des énergies spécifiques qui sont au-dessus de 500 Wh par kilo, avec un coût aussi de l'ordre qui soit inférieur à $100 pour le 1 kWh. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple une batterie de 40 kWh, 40 kWh, eh bien ça vous ferait 4000 dollars au lieu d'actuellement des sommes. Actuellement, disons, le coût c'est de l'ordre de $300 pour le kilowattheure. Donc il y a cette perspective d'aller vers d'une part des énergies plus élevées avec un coût de fabrication qui soit également inférieur. Donc ceci amène finalement la recherche à trouver d'autres matériaux anodiques et cathodiques qui possèdent de fortes capacités spécifiques. Alors voilà, c'est ça qu'est-ce qu'on va faire. Alors ce qu'il faut voir maintenant, c'est les deux électrodes, c'est-à-dire l'anode et la cathode, qui chacune devront avoir des capacités spécifiques élevées. Alors au niveau de l'anode, eh bien, il y a le lithium métal. Alors c'est plus le lithium plus, c'est le lithium métal, le lithium zéro en quelque sorte, ou bien un alliage du lithium avec un autre métal pour lequel on peut s'attendre à avoir des capacités spécifiques énormes. Par exemple, avec le lithium seul, eh bien, vous avez une capacité spécifique qui est de l'ordre de 3860
ampères-heure par kilo, ce qui est quand même beaucoup plus élevé que le lithium-cobalt, l'oxyde de cobalt. Et avec les cathodes, vous avez deux éléments qui sont maintenant dans le viseur des scientifiques, c'est le soufre et le dioxygène. Alors, tous les deux, finalement, ils ont la même, compte tenu des deux réactions qui font à peu près le même échange d'électrons pour des masses équivalentes, eh bien vous avez des capacités spécifiques qui dépassent les 1600 ampères-heure par kilo. J'entends bien, ce sont des valeurs théoriques. Les valeurs réelles seront toujours inférieures à ces valeurs-là. Pour des raisons très simples, c'est que ça ne fonctionne pas d'une manière parfaite. Alors voilà par exemple comment se situe le schéma. Alors vous avez donc en haut les matériaux cathodiques. Donc dans la partie gauche supérieure, vous avez toutes les batteries classiques lithium-ion. Vous voyez que les capacités dans l'échelle du bas sont évidemment très faibles, comparativement par exemple au soufre et à l'oxygène, qui ont des capacités beaucoup plus fortes, mais des tensions de fonctionnement beaucoup plus faibles. Et en bas, vous avez les matériaux anodiques. Alors d'une part, le graphite, qui était c'était aussi le matériau qui pouvait insérer des ions lithium. Et vous avez évidemment le lithium métal, qui lui va vers les 4000 ampères-heure par kilo, ce qui est énorme. Alors ça veut dire que les énergies spécifiques théoriques, je me dis bien théoriques, de ces batteries, alors si vous reprenez le graphite et l'oxyde de cobalt, c'est de l'ordre théorique de 387. Pour le LiO2 et le LiS, vous avez des énergies spécifiques qui sont de 3500 et de 2667. Donc ça fait un bond considérable, et c'est ça, c'est cette perspective de batterie que actuellement tous les chercheurs dans le monde entier qui sont orientés vers ce problème-là sont à la recherche de solutions. Alors, la filière lithium-métal, dans la première, donc ce matériau anodique, donc c'est pratiquement le saint graal des matériaux anodiques avec cette capacité énorme. Donc, malheureusement, évidemment, si les choses seraient trop belles, il est très réactif, contrairement à l'ion lithium qui lui était inerte chimiquement. Le lithium métal a une réactivité énorme. Quand vous plongez du lithium dans l'eau, ça conduit à une explosion. C'est un dégagement d'hydrogène et très rapidement une explosion. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme ces batteries fonctionnent dans des milieux organiques, avec des solvants, il y a tout de suite au contact du lithium une première couche isolante et poreuse d'électrolytes qui se forment, qui est très caractéristique, à peu près d'une épaisseur de 100 nanomètres, et qu'on appelle le SEI, c'est-à-dire c'est un terme anglais, le solide électrolyte interface. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a des formations de dendrites, c'est-à-dire des ramifications, une sorte de filaments, des courts-circuits, et ça aboutit à la destruction progressive de l'anode. Il peut y avoir aussi, ça a déjà été signalé, des risques d'incendie qui sont dus donc à ces dysfonctionnements. Alors j'ai représenté ici les différentes étapes, effectivement, de cette détérioration de l'anode de lithium. Alors, donc au contact du solvant, il y a cette couche SEI qui se forme, les ions lithium ils passent au travers, donc ils se déchargent en donnant du lithium, et l'électrode gonfle, plus ou moins ondulée, il y a des craquelures qui apparaissent, et vous avez ces fameux dendrites qui sont des espèces d'arborescences qui se produisent et qui vont évidemment conduire très fâcheusement, disons, à une destruction progressive de l'anode de lithium. Vous avez des îlots de lithium qui partent, disons, dans le milieu, et à la fin, vous avez une détérioration complète de l'électrode de lithium. Voilà, c'est la raison que, malgré, disons, cette annonce que j'ai faite, disons,
qui était très séduisante d'avoir une capacité spécifique énorme, il va y avoir des difficultés considérables à faire fonctionner correctement ce métal. Alors, les différentes pistes qui ont été envisagées pour un fonctionnement optimal, il y a plusieurs choses qui ont été faites, donc toujours pour le lithium-métal. Alors, contrairement aux LIB, qui sont lithium-ion batterie, là on le désigne par lithium-métal batterie, c'est-à-dire LMB. C'est le sigle qui est utilisé classiquement pour désigner ce type de batterie. Alors, on peut évidemment renforcer cette couche superficielle qui se forme sur le lithium. Bon, il y a plusieurs façons de le faire. On utilise des solvants à base de fluor. Le fluor est, vous le savez, tout un matériau qui protège considérablement. On peut déposer des films qui vont empêcher la corrosion du lithium. Donc, puis on va essayer de faire un alliage entre le lithium et différents métaux. Donc, ce serait une autre solution. Par exemple, avec le silicium, l'étain, le germanium, etc. Et par exemple, si vous prenez le silicium, quand vous faites un alliage silicium-lithium, eh bien vous avez une capacité théorique qui est également très, très élevée, qui est pratiquement la même que celle du lithium pur. Alors, qu'est-ce que va donner cette piste de l'alliage lithium-silicium ? C'est une piste qui est très activement travaillée, si je puis dire, et la difficulté, les études là-dessus ont été faites bien avant les années 2000, et les gens se sont aperçus que c'était évidemment la catastrophe, c'est-à-dire que l'utilisation du silicium n'empêchait pas du tout, le silicium comme électrode n'empêchait pas du tout, disons, les phénomènes que je vous ai signalé tout à l'heure avec le lithium pur. Et là, vous avez par exemple un exemple avec de la poudre de silicium qui est utilisée comme électrode. Ce sont des particules de 10 micromètres, donc très, très grosses. Hein. Eh bien, vous voyez par exemple la courbe 1, c'est la première courbe de charge. Alors ça se passe très bien puisqu'on atteint finalement plus de 3000 ampères-heure par kilo. Et à la décharge, déjà, vous avez une diminution considérable. C'est la même courbe 1 qui va vers le haut et qui est déjà la moitié. Et au bout de 10 courbes de charge-décharge, pratiquement, vous n'avez plus du tout de capacité spécifique de l'électrode. Donc c'est ça la catastrophe. J'ai appelé ça un scénario catastrophe pour ce type de phénomène. Alors, c'est justement la filière a été reprise dès les années 2008, lorsqu'on a introduit les nanomatériaux. On s'est aperçu qu'effectivement il peut y avoir des améliorations considérables en utilisant effectivement les matériaux sous forme de nanoparticules, de nanomatériaux, et également avec des composites à base de carbone. Nous verrons tout à l'heure, c'est des nanotubes de carbone, etc. Et l'idée, c'est finalement de concevoir des nanostructures qui permettent d'absorber ces variations de volume qui sont finalement destructrices de l'électrode. Alors désormais, c'est une filière qui est très développée. Vous avez ici le nombre de start-up qui travaillent là-dessus et qui sont associés avec des firmes automobiles comme BMW, Tesla, donc qui prennent la chose au sérieux. Alors un exemple de contrôle de cette expansion volumétrique, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, c'est un exemple, c'est plutôt un exemple d'école. On part de fibres de polymère, on les transforme rapidement en fibres de carbone par une pyrolyse. Donc on a des tubes de carbone qui ont des dimensions qui sont au-delà des nanomètres. Et ensuite, par des techniques physiques, ce qu'on appelle le CVD, qui sont des techniques qui sont utilisées dans la conception des micro-composants, le CVD, eh bien vous déposez du silicium sur ces fibres de carbone, donc vous avez des fibres composites, avec une couche de silicium de l'ordre d'une trentaine de nanomètres. Et après, par chauffage, vous éliminez le carbone, vous oxydez le silicium, vous avez une double paroi
silice, SiOX, de très fine, de 1 à 2 nanomètres, sur du silicium qui est creux, donc c'est un tube. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'effet de cette structure donc, qui empêche la destruction finalement du silicium. Bien, vous voyez à gauche des tubes simplement de silicium sur lesquels on a fait des réactions de charge et décharge comme tout à l'heure je l'ai indiqué. Donc il y a une espèce d'amalgame qui se forme, c'est-à-dire qu'on a toujours l'explosion volumétrique de ces matériaux, alors qu'à droite, les tubes qui ont la double paroi avec la protection de cette couche de silice, eh bien, restent quasiment intacts après, disons, un très grand nombre de cycles, ici en l'occurrence 2000 cycles de charge et décharge. D, ça veut dire charge et décharge. Et voilà par exemple les résultats, c'est très net. Donc vous avez ici la variation de la capacité spécifique de ces matériaux anodiques, en fonction du nombre de cycles de charge-décharge. Alors vous voyez que les tubes de silicium simples, les nanofibres de silicium, ça chute rapidement. Au bout de 200 cycles, pratiquement, la capacité est tombée en dessous de 500 ampères-heure par kilo. Les nanotubes de silicium, c'est un peu mieux. Par contre, avec la double paroi SiOX silicium, eh bien, vous avez quelque chose qui se maintient, disons, à peu près constant, presque entre 1000 et 1500 ampères-heure par kilo, ce qui est assez considérable. Vous direz que c'est beaucoup moins que la valeur théorique, mais déjà par rapport, ce sont des valeurs réelles qui sont mesurées par l'expérience, donc qui vous disent qu'il y a effectivement une amélioration considérable. Alors, on peut quand même faire des choses plus simples, si vous voulez ça. Je dirais que c'est un cas d'école, le cas précédent. Et l'idée, c'est d'aller vers des structures beaucoup plus simples à réaliser, plus proches, je dirais, d'une commercialisation future. Alors là, on va envisager, disons, des nanoparticules de silicium, des nanotubes de carbone et du graphène dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, de façon générale, quand vous diminuez la taille des particules de silicium, bien, c'est toujours bénéfique pour la stabilité de l'électrode. Alors, on peut améliorer aussi la porosité de l'alliage silice-lithium, également augmenter la conductivité entre les particules, ça c'est également important. Il faut que ces particules soient connectées électriquement entre elles, de façon qu'il n'y ait pas de perte de capacité électrique. Et ça peut être fait par l'addition de composés particuliers qu'on appelle les nanotubes de carbone, qui sont représentés ici, qui ont été découverts dans les années 90 et qui sont désormais des produits commerciaux et qui ont des propriétés électriques et mécaniques qui sont tout à fait exceptionnelles. Du point de vue mécanique, c'est très résistant, c'est par exemple 200 fois plus résistant que l'acier, la conductivité comparable à celle du cuivre. Donc c'est quand même ce sont des matériaux uniquement composés d'atomes de carbone et donc qui ont cette faculté, disons, d'être très résistante et en même temps d'être très conducteurs. Nettement plus conducteurs, par exemple, que les fibres de carbone classiques qui sont livrées dans le commerce. Alors voilà un exemple original de fabrication qui vous montre qu'on peut effectivement, à partir de produits courants, simples, eh bien, réaliser des électrodes finalement de cobalt. Alors voilà, ici c'est l'écorce de riz. Elle est connue pour contenir un pourcentage de silice assez important, 17%. Et quand vous faites une combustion, vous transformez ce matériau donc en microsphère de SiO2, de silice, donc il n'y a plus de carbone. Et puis ensuite,
Vous faites à nouveau, avec ce sont des microsphères qui sont en fait constituées par un agglomérat de nanoparticules de silice. Vous les réduisez à haute température, il est vrai, et vous obtenez dans ce cas-là des microsphères de silicium. Et là, vous avez le résultat. Alors, il y a une petite chimie qui est faite pour transformer ces microsphères donc de silicium. Mais on fait une espèce de cuisine et on aboutit à la fin à des microsphères qui sont constituées de nanoparticules de silicium enrobées de carbone. Ce carbone est lui-même dopé par l'azote, ce qui le rend beaucoup plus conducteur. Et également, elles sont mélangées à ces fameux nanotubes de carbone qui vont faire que les nanoparticules seront connectées électriquement entre elles. Alors je vous donne le détail, c'est qu'on prend donc ces nanoparticules de silicium, on ajoute les CNT, la poudre de carbone, et puis on met tout ça avec un solvant qui est azoté, qui présente des atomes d'azote, et qui va donner à la fin du carbone dopé à l'azote, qui est beaucoup plus conducteur que le carbone simple. Et en même temps, vous avez ces nanotubes de carbone. Eh bien, vous avez la chose suivante, vous avez sur l'exemple à gauche, vous voyez la courbe en noir, ce sont des nanoparticules de silicium qui ont toujours une très faible capacité spécifique. Et puis vous avez la deuxième courbe en rouge, pour laquelle vous aboutissez après une centaine de cycles de charge-décharge à une capacité spécifique qui est de l'ordre de 1000 ampères-heure par kilo. Donc ce qui est assez appréciable. La courbe en haut, c'est simplement qui vous indique l'efficacité, ce qu'on appelle l'efficacité coulombique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de charge entre la charge et la décharge pour retrouver intégralement la quantité d'électricité que vous avez injectée. Donc là, vous avez un rendement de 100%, donc c'est ce type de courbe. Et à droite, vous avez les capacités, la variation des capacités spécifiques en fonction des vitesses de décharge. Alors vous voyez toujours ce phénomène général. Dès qu'on augmente la vitesse de décharge, bien la capacité du matériau diminue assez considérablement. Alors, on va avoir jusqu'à présent, on a un certain nombre maintenant, on va voir qu'on peut améliorer considérablement les performances de cette anode de lithium avec du graphène associé au lithium. Alors le graphène, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, mais je dirais c'est le matériau phare, il est considéré comme le matériau phare du XXIe siècle. Pourquoi ? Eh bien, voilà, les feuilles de graphène, en fait, ça s'obtient à partir c'est un feuillet monoatomique composé d'atomes de carbone, donc ils sont dans un réseau hexagonal. Donc il y a uniquement des atomes de carbone et ça a une épaisseur d'une couche atomique. Et les propriétés comme les nanotubes de carbone, c'est à peu près la même structure que le nanotube de carbone, mais c'est une structure plane. Et là aussi, les propriétés sont assez exceptionnelles, donc très forte conductivité dans le plan et très forte résistance. Donc ce sont des matériaux donc tout à fait. Alors ils ont été isolés la première fois en 2004 par deux physiciens, qui sont Geim et Novosolov. Donc, alors pour vous dire l'importance du domaine, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé ça en 2004. En 2010, ils ont eu le prix Nobel. Alors que si on considère pour la batterie lithium oxyde de cobalt, les trois lauréats du prix Nobel ont dû attendre à peu près 50 ans avant d'avoir été récompensés. Donc, alors c'est des applications, c'est un produit industriel, et il y a des applications dans tous les domaines que j'ai rappelés ici très, très rapidement, qui vont aussi bien du biomédical disons à la microélectronique, enfin bref, il y a toutes sortes, et naturellement, dans le stockage de l'énergie, ils sont de plus en plus utilisés. Et quand vous voyez qu'une annonce d'une batterie avec des temps de charge très, très rapides, mais vous pouvez dire que dans la confection de la batterie, le fabricant a mis du graphène dans son matériau. Alors c'est ce que nous allons voir. Alors, quelques mots pour vous montrer comment on obtient ce graphène. Alors je dirais qu'il y a
de manière la plus triviale, si vous prenez une mine de graphite sur un papier, eh bien vous avez le trait, ça représente des feuillets de graphène. Alors la méthode la physique, c'est un peu plus sophistiqué, et il faut opérer à des températures, mais vous avez du graphène très pur, donc on peut le produire à l'échelle industrielle, et vous avez par exemple vous pouvez en avoir sous forme de rouleaux, par exemple, c'est comme ils sont représentés ici. Et donc c'est un produit évidemment assez courant maintenant, enfin, qui n'est pas très bon marché non plus. Alors la méthode chimique va permettre d'obtenir du graphène de moins bonne qualité, mais disons dans des conditions beaucoup plus avantageuses du point de vue coût. Alors on passe par ce qu'on appelle l'oxyde de graphène, qui est en fait du graphite oxydé, donc on fait par un traitement à l'acide nitrique. Et puis après une réduction, vous avez ce qu'on appelle le RGO, qui est du graphène réduit, qui a des propriétés assez bonnes, une bonne conductivité, mais qui est obtenu visuellement beaucoup plus facilement que dans le cas précédent par la méthode physique. Donc il y a, si vous voulez, ce qui le différencie, c'est que dans le réseau carboné, vous avez greffage de quelques fonctions chimiques comme les OH ou les COH. Alors voilà une méthode aussi qui a été utilisée avec le graphène. C'est une méthode assez astucieuse, là, qui est partie de nanoparticules de silicium, donc, sur lesquelles on dépose un film de nickel. C'est par un procédé assez courant qu'on appelle l'électrolyse, ce n'est pas de l'électrolyse, et donc vous avez une couche très fine de nickel qui est en même temps un catalyseur de formation du graphène. Et l'astuce, c'est une fois que vous avez cette structure nickel-silicium, c'est d'introduire un solvant qui contient beaucoup de carbone, comme par exemple le triglycérol, qui s'infiltre entre le silicium et le nickel qui est en verre. Et puis quand vous faites un chauffage, eh bien vous avez la formation de graphène à l'intérieur, et ensuite vous dissolvez le nickel, vous avez donc une nanoparticule de graphène silicium. C'est-à-dire une nanoparticule de silicium enrobée par un feuillet de graphène. Alors ça, c'est très nouveau. Et voilà par exemple le genre de courbe que ça donne. Eh bien, vous voyez que pratiquement, alors là aussi, on n'est pas allé très loin, les auteurs ne sont pas allés très loin sur le nombre de charges et décharges, mais vous voyez qu'on atteint finalement après 100 charges-décharges une capacité qui est de l'ordre de 2000 ampères-heure par kilo. Donc c'est quand même c'est quand même très important. Et là, vous avez avec des différentes vitesses de décharge, également des courbes qui montrent qu'on peut aussi effectuer des décharges assez rapides. Alors, le dernier exemple, qui est très récent, mais à mon avis qui est promis à un bel avenir, c'est celui de former, cette fois-ci, des liaisons covalentes silicium, oxygène et carbone du graphène. C'est-à-dire que le graphène soit lié chimiquement par des liaisons covalentes au silicium. Donc ça, c'est très, très astucieux. Et voilà, par exemple, donc en partant de la poudre de CO2, eh bien, en faisant un traitement réducteur en présence de magnésium, on obtient cette fois-ci des nanofeuillets de silicium qu'on appelle le silicène, qui a une structure un peu comparable à celle du graphène, c'est-à-dire des feuillets plans avec les atomes de silicium, disons, répartis de cette façon dans le plan. Et ensuite, par CVD, eh bien, on peut déposer du graphène sur ces feuillets de silicène, et vous avez donc une structure. En jaune, c'est les nanofeuillets de silicène, et en noir, vous avez le graphène au-dessus, de part et d'autre de ces feuillets. Alors voilà, comment ça se présente. À gauche, vous avez les nanofeuillets de silicène qui sont jaunâtres,
et à droite, un flacon qui contiendrait des feuillets de silicène traités par le graphène. Alors vous voyez que cette fois-ci, vous avez quelque chose de très probant, en ce sens que vous avez sur 500 cycles de charge-décharge, vous avez la courbe du haut, la courbe A. Vous avez, après 500 cycles, vous avez encore une capacité de l'ordre de 1500 ampères heure par kilo. C'est considérable. Et vous avez les autres courbes qui représentent les nanofeuillets qui sont nettement en dessous, mais qui sont quand même pas mauvaises non plus. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est dans la courbe du bas, c'est que vous voyez, la présence du graphène permet d'avoir des vitesses de décharge très élevées, qui sont par exemple jusqu'à 20 ampères heure par kilo, ce qui est considérable. Et vous avez encore des capacités qui sont de l'ordre de 1000 ampères heure par kilo. Donc c'est vraiment, ceci ça vous indique que le graphène finalement est un élément qui s'avère très important lorsqu'on veut avoir des temps de recharge et de décharge des batteries qui soient très rapides. Alors le graphidine, c'est encore un autre matériau, très récent aussi, qui pratiquement date des années 2010, et qui a aussi des propriétés assez comparables à celles du graphène, mais qui est beaucoup plus facile à synthétiser. Vous voyez, par exemple, ça se fait facilement à partir de cette molécule, qui est une molécule de benzène, qui est substituée par des groupements acétylène, c'est-à-dire ce qu'on appelle des triples liaisons, et vous obtenez ce réseau qui est très régulier. Alors ce qu'il faut voir, c'est que vous avez une porosité du système très régulière également, qui est de l'ordre de, on va voir que c'est très utile, c'est de l'ordre d'une fraction de nanomètre, 0,25 nanomètres. Et ça va être intéressant pour réaliser effectivement des matériaux donc anodiques. On va prendre un exemple avec toujours le silicium. Alors on fait une pâte de silicium. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute le graphidine, le GDY, et vous avez une espèce de composite à la fin. Vous avez vos particules de silicium qui sont enrobées par ce nouveau matériau GDY, donc qui est conducteur et qui va également protéger les particules de silicium. Alors voilà comment ça se présente, on peut dire. Donc vous avez un schéma à droite qui vous montre ces particules de silicium avec les ions lithium qui sont capables finalement de passer au travers de ces membranes et de diffuser donc hors du plan et dans le plan. Et vous avez donc, ceci va vous expliquer que vous avez donc des résultats. Alors, on voit très bien que en fonction de la quantité de GDY, c'est-à-dire de ce graphidine qui est présent sur les couches de silicium, eh bien vous avez une protection qui est beaucoup plus élevée. Et vous savez, par exemple, entre les courbes bleues, rouges et jaunes et oranges, vous voyez que les capacités sont très différentes et simplement vous avez des teneurs en GDY qui sont plus importantes sur le haut, qui vous donnent donc des capacités spécifiques très élevées. Et à droite, vous avez encore en fonction des vitesses. Alors, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que par rapport au graphène, les performances sont quand même légèrement inférieures et il y a encore beaucoup de choses à voir là-dedans pour peaufiner ces résultats. Alors, je voudrais conclure sur le comportement, le fonctionnement du anode lithium-silicium. Donc, on voit effectivement que la nanostructuration de l'anode, ça permet de pallier à ces effets destructeurs du silicium. L'encapsulation par du graphène, donc c'est une voie qui est effectivement très prometteuse. Ça permet surtout d'aller vers des vitesses de charge-décharge élevées et qui sont dues à la forte conductivité du graphène, ça c'est certain. Alors le silicène, le silicium utilisé sous forme silicène, c'est aussi quelque chose de nouveau et qui pourrait avoir effectivement conduire à des avancées assez importantes dans la confection de ces batteries.
Alors, on peut dire aussi que parmi les améliorations à apporter, au lieu d'utiliser un électrolyte liquide, c'est d'utiliser un électrolyte solide. Alors ça, c'est encore un autre domaine de prospection qui est fait, mais qui est fonction un petit peu de la chimie des matériaux. C'est de trouver des matériaux électrolytes qui puissent conduire, disons, de manière aussi efficace que dans un milieu liquide, les ions lithium, ce qui n'est pas évident. Donc ce qu'on peut dire aussi en conclusion, c'est que cette filière lithium-silicium, eh bien, c'est certainement la plus efficace pour l'obtention d'une anode de lithium qui soit opérationnelle et qui puisse, disons, avoir un fonctionnement correct. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en préambule, l'objectif, c'est d'obtenir des batteries de fortes énergies. C'est-à-dire, c'est l'objectif post-lithium-ion. Alors, voilà déjà ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que, je rappelle un petit peu ce schéma, c'est que la capacité spécifique réelle d'une batterie va dépendre de ce terme QM, j'ai dit le terme correctif, qui en fait représente l'environnement de ces matériaux cathodiques et anodiques, et qui fait qu'on va avoir une capacité d'une batterie qui est quand même très inférieure aux capacités des différents matériaux d'électrode. Et là, vous avez par exemple une courbe qui représente, vous avez une anode, par exemple, si on pourrait dire, qui varie entre 1000 et 4000 ampères-heure par kilo. Eh bien, si vous avez une cathode qui a une capacité de 140 ou 200, vous voyez que finalement, on ne dépasse pas les 100 ampères-heure par kilo pour la capacité globale de la batterie. Donc, ça fait finalement une énergie spécifique qui sera très inférieure à 350 Wh par kilo. Donc la solution, c'est développer des batteries lithium-métal avec des matériaux cathodiques également qui aient des fortes capacités spécifiques. Donc les deux filières, c'est LiO2 et LiS. Le soufre, c'est les deux filières pour lesquelles actuellement il y a le plus de recherche. Alors cette filière lithium-soufre, c'est pratiquement une des plus prometteuses. Donc effectivement, du point de vue théorique, vous avez une capacité du soufre qui est élevée, etc., avec le lithium. Les matériaux sont de faible coût, donc il n'y a plus de cobalt. C'est quand même important. Et on a une énergie spécifique théorique qui est quand même très élevée, qui serait de l'ordre de 2500 Wh par kilo, c'est-à-dire 10 fois l'énergie spécifique des batteries lithium-ion. C'est quand même un gap considérable. Alors comment se comporte une batterie lithium-soufre? Alors j'ai représenté ici à droite, vous avez le soufre, et à gauche vous avez le lithium, et puis vous avez un séparateur entre les deux. Alors en fait le soufre, l'inconvénient c'est qu'il n'est pas conducteur d'une part, et il se présente sous la forme d'un polysulfure, S8, c'est une forme de polymère, et puis il évolue vers des formes solubles de polysulfure qui vont, avant de donner le produit final Li2S qui correspond à la réaction, disons, de décharge. Vous avez là aussi le soufre qui, en acceptant du lithium, eh bien, a un phénomène d'expansion qui est également néfaste à son fonctionnement. Alors ce qu'on peut constater, c'est que cette diffusion vers l'anode de ces polysulfures, ils vont passer à travers le séparateur, c'est les flèches en jaune que j'ai représentées, et ils vont aller se contacter l'électrode de lithium. Et là, sur l'électrode de lithium, ils se réduisent, et puis donc ils repartent en sens inverse. C'est ce qu'on appelle un phénomène le shuttle des polysulfures, et qui évidemment donne une perte. D'une part, ça endommage l'électrode de lithium, et il y a une perte de capacité importante du soufre, et donc vous avez une détérioration du fonctionnement. Alors la solution, ou les solutions, c'est finalement empêcher, c'est un des points importants actuellement qui est développé, c'est empêcher la diffusion de ces polysulfures à travers la membrane.
Alors on peut faire, il y a plusieurs façons d'opérer. Alors l'encapsulation du soufre pour empêcher les polysulfures de partir, ou bien un séparateur nanoporeux qui est modifié de façon à constituer une barrière pour les polysulfures. Alors c'est effectivement, on a par exemple une solution qui a été envisagée qui s'appelle la solution jaune d'œuf. Vous avez finalement le soufre qui est enrobé par du TiO2 et en dissolvant ensuite le soufre, vous avez une espèce effectivement de structure qui correspond à la structure d'un œuf avec le jaune, où le soufre finalement est en retrait par rapport à l'enveloppe constituée par le TiO2. Vous avez par exemple cette image-là, et voilà ce que ça donne, effectivement, du point de vue résultat, dans les courbes de décharge, où vous avez finalement, là aussi, vous voyez que entre les nanoparticules de soufre en rouge, les nanoparticules de soufre et le TiO2 en noir, et en bleu, la structure jaune d'œuf, bien vous avez effectivement une amélioration assez considérable des capacités spécifiques. Et donc on a en partant d'une capacité initiale de l'ordre de plus de 1000 ampères-heure par kilo, on aboutit à peu près après 1000 cycles de charge-décharge à une valeur de 700, donc il y a une diminution quand même importante, mais qui est un comportement bien meilleur que celui avec les autres structures. Alors, une autre solution, c'est d'utiliser le graphène pour réaliser une structure de type sandwich dans la cellule d'électrolyse. Alors, la cellule standard, voilà comment elle se présente. Vous avez donc des deux côtés un collecteur de courant en aluminium, appelé CCAL, et un séparateur qui est constitué par une membrane classique. Et vous avez toujours les polysulfures, c'est la double flèche en jaune, qui finalement transite au travers du séparateur entre le lithium et le soufre. Et donc, ils sont tout à fait néfastes. Alors, la cellule modifiée, eh bien, vous déposez finalement chaque fois, vous remplacez le collecteur classique d'aluminium par un collecteur en graphène. On peut avoir des films de graphène assez épais. Et également sur le séparateur, vous mettez des couches de graphène. Et dans ces conditions, les polysulfures restent confinés entre l'électrode de soufre et le séparateur, donc n'atteignent plus le lithium. Et effectivement, ça va donner lieu à une amélioration assez considérable. Donc vous avez ici les différents types de structures, et en rouge, vous avez disons la structure avec les séparateurs et l'électrode de soufre modifiée par le graphène, qui donne finalement des capacités bien améliorées par rapport aux autres situations. Alors là aussi, une autre solution, c'est-à-dire de modifier la membrane classique qui est en polyimide, que j'appelais PI, avec un dépôt de graphidine. Alors vous avez donc ici le dispositif avec la membrane standard, et vous avez en jaune les polysulfures qui transitent au travers de cette membrane sans aucune résistance, et donc ils vont induire une perturbation. Alors qu'est-ce que l'on fait? On modifie la membrane en faisant un dépôt de GDY, de ce fameux graphidine, que je vous ai dit, c'est ce composé qui est l'équivalent du graphène. Alors ça va jouer, l'effet va jouer par effectivement un effet, je dirais, de filet, donc de capture de ces polysulfures par le graphidine, en raison effectivement d'une taille qui est beaucoup plus petite que la taille des polysulfures. Et donc vous avez ce schéma, et effectivement vous avez une amélioration également, je peux dire, importante, qui est due à cet effet de barrière provoqué par une modification de la membrane. En fait, c'est de rendre la membrane moins poreuse aux polysulfures. Alors, les conclusions relatives aux cathodes de soufre, eh bien, le problème majeur, c'est toujours celui de la solubilité de ces polysulfures qui entraînent tous ces désordres. Et les solutions qui sont en voie de réalisation, c'est
augmenter l'imperméabilité du séparateur vis-à-vis de ces polysulfures, et puis la nanostructuration du soufre avec des composites de type base de graphène sont toujours des solutions qui sont envisagées. Et là, les avantages sont quand même par rapport au sont quand même assez considérables, puisqu'on peut facilement atteindre le seuil des 500 Wh par kilo. Et en plus, on a un coût qui est beaucoup plus avantageux par rapport à celui des métaux cobalt, nickel et manganèse. Alors voilà, j'arrive à mes conclusions générales et les perspectives. Donc les conclusions relatives aux batteries lithium-ion, il y a un certain nombre de points. Le constat, c'est que là, actuellement, on ne peut pas se satisfaire de ces batteries si on veut, disons, lancer la mobilité électrique, c'est-à-dire équiper tous les véhicules en batterie électrique, donc pour augmenter l'autonomie. Là, donc la prochaine génération, c'est le minimum requis de 500 Wh par kilo, ça j'ai déjà dit. Ces deux filières, le lithium-soufre, le lithium-oxygène sont les plus prometteuses. Alors je ne vais pas parler évidemment de lithium O2, parce que c'est aussi une filière qui est très étudiée, mais il y a encore d'autres problèmes qui sont tout aussi compliqués qu'avec le soufre, mais qui sont d'une autre nature. Par contre, la filière lithium O2 donne encore des énergies beaucoup plus élevées que pour le soufre, et en plus vous pouvez utiliser l'oxygène de l'air. Donc là, le coût est vraiment minimal. Alors la nécessité d'accroître donc au-delà de 1000 ampères par kilo les capacités, hein, parce que si on veut avoir 500 Wh par kilo, il faut avoir des anodes et des cathodes qui ont des capacités spécifiques qui tournent autour de 1000 ampères par kilo. Alors c'est réalisable donc avec une anode silicium-lithium, une cathode de soufre. Ce qu'on peut retenir également, c'est l'impact important de ces nouveaux matériaux comme le graphène, le graphdiene et un nouveau matériau, vraiment le silicène, qui est aussi un matériau émergent et qui n'a pas été très utilisé encore dans ce domaine. Alors les perspectives, bien, on peut dire que cette filière, c'est pour ça que je me suis intéressé à cette filière, c'est celle qui est la plus proche d'une commercialisation. Et il y a une firme en Californie qui annonce pour les années 2025-2026 une batterie LiS qui ferait 900 Wh par kilo, c'est quand même considérable hein, par rapport à ce qu'on connaît actuellement, et qui serait rechargeable en 20 minutes, donc ça, avec une longévité au-delà de 1400 cycles de charge-décharge, c'est-à-dire une longévité d'une dizaine d'années, en gros, dans une utilisation pratique. Alors, autre perspective, c'est évidemment, dont je n'ai pas parlé, mais qu'il est bon de connaître, c'est que le lithium, finalement, il y a des réserves très faibles, qui ne sont disons pas considérables, et il faudra certainement aussi développer d'autres technologies qui utiliseront par exemple des anodes de sodium. Le sodium, lui, est beaucoup plus abondant, on peut se le procurer facilement. Le potassium, le magnésium, le fer, etc. Mais, si vous voulez, il y a d'autres inconvénients, et elles auront évidemment des énergies spécifiques beaucoup plus faibles, donc il faut prévoir ces matériaux pour des utilisations spécifiques autres que la mobilité électrique. Par exemple, pour le stockage statique, par exemple, si vous avez pour toutes les énergies intermittentes, eh bien l'aspect poids, le rapport, disons, la capacité spécifique n'est pas tellement important, hein. Du moment qu'on n'a pas à le déplacer, et donc là, c'est des solutions qui pourraient convenir à ce type de problème. Alors, je dirais aussi que c'est une recherche qui est typiquement pluridisciplinaire. Je voudrais finir pour dire qu'en France, il y a un réseau important qui travaille effectivement sur le problème des batteries rechargeables. C'est le réseau qui s'appelle RS2E, c'est-à-dire le réseau pour le stockage électrochimique de l'énergie, qui groupe à la fois des industriels,
un très grand nombre de laboratoires de recherche et également donc, des gens qui sont capables de faire des prototypes pour disons, faire le fonctionnement de ces batteries et rechercher les conditions optimales de fonctionnement. Voilà, mais je voulais terminer sur ces perspectives, disons, plus optimistes et vous remercier pour votre attention, disons, dans cet exposé.